Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer pour tenir le timing, car on le sait, les temps sont toujours trop courts, surtout sur des beaux sujets, doux sujets comme ceux de la CSRD. Alors merci à toutes et à tous d'être présents pour nous faire confiance sur la façon dont nous allons aborder la CSRD. Alors, présenter la CSRD comme dynamique de transformation des modèles d'affaires de l'entreprise, ça peut paraître un peu suspect, un enjolivement de la réalité, une vue de l'esprit, bref. Non, on n'est pas en train d'essayer de faire passer la pilule de la contrainte et du casse-tête que représente la CSRD, parce qu'objectivement, c'est complexe. Waouh, la CSRD, c'est formidable. Oui, mais c'est difficile encore de le faire comprendre que ça peut être effectivement une aventure enthousiasmante. L'intention du législateur en guise d'introduction, elle est bien dans un objectif de comparaison, on le sait, au niveau européen, mais derrière, il y a quelque chose qui est en train de se passer, une accélération, une massification de la transformation des business models. Et ça, à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle planétaire. On en dira un mot en troisième partie de cette table ronde. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il y a quelque chose à aller chercher, quelque chose de formidable qui est en train d'arriver, mais c'est pas facile. Il faut s'y mettre. Le processus, il est dense, il est hyper complexe. On va poser plusieurs questions. Où en sont les entreprises? Comment dompter la complexité de l'exercice? Quel premier retour d'expérience? Et pour quelle transformation visible et mesurable, notamment sur les territoires? Parce que logiquement, si on fait bien les choses en parlant de transformation, c'est qu'à un moment donné, ça doit se voir quelque part. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Mandron, directeur durabilité de Worldline, membre du conseil d'administration du C3D. Sébastien, tu as également été pilote du groupe de travail CSRD au sein du C3D. Et je vais quand même préciser, on parlait juste en introduction de la dimension internationale, que tu es également membre du conseil d'administration du Pacte mondial des Nations Unies. Marine Fouquet, tu es associée, directrice accompagnement de WeCount. Alors WeCount, on explique tout à l'heure, et tu feras beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, ce que vous faites avec WeCount, et tu es responsable du déploiement du logiciel de comptabilité carbone et CSRD, comme si la comptabilité carbone venait constituer le socle de la CSRD, on en reparle tout à l'heure. Marianne Gobert, directrice RSE, relations publiques, communication et synergie. J'aime bien le « et synergie » au sein de Serfim. Serfim qui a la particularité de faire le lien entre les territoires et les entreprises, avec des métiers au service des territoires. Il est notable aussi que tu as intégré la première promotion nationale de la Convention des entreprises pour le climat, qui est déjà en train de devenir un must-have partout dans les entreprises. Et bravo aux équipes de Éric Duverger de la Convention des entreprises du climat. Tu es également conseillère auprès de la métropole de Lyon. J'étais d'accord, mais bon, c'est cette passerelle entre les politique publique et l'entreprise qui nous intéresse aussi. Et avec nous en ligne, Hubert Tondeur, président du comité extra-financier de l'Ordre des experts comptables et du Conseil national de l'Ordre, vice-président du Conseil national en charge de la durabilité et titulaire de la chaire comptabilité et gouvernance du CNAM. Hubert Tondeur, est-ce que vous nous entendez? Parfaitement. Magnifique. Parfaitement. Désolé d'être en distanciel, mais nous avons notre congrès national à Marseille, donc vous pouvez être parmi vous. Vous êtes tout excusés. Merci beaucoup, malgré cela, d'être avec nous. Alors, avant d'aborder la première section de ces échanges, je vais peut-être faire un rappel hyper rapide concernant la Corporate Sustainability Directive CSRD, directive européenne qui encadre les obligations de reporting des entreprises. Donc, la CSRD, c'est à la fois un outil où je crois que c'est Hubert Tondeur qui utilisait le terme de thermomètre pour évaluer la situation de la responsabilité, du niveau de maturité de la responsabilité sociétale de l'entreprise, de ses avancées, des investissements et des performances sur les trois dimensions ESG, donc environnement, social, gouvernance. C'est aussi un agenda, parce qu'on va en parler avec vous, en deux vagues ou trois, mais en parlant des deux vagues. Une première vague qui va donc
embarquer les entreprises, les grandes entreprises qui étaient déjà soumises à la DPEF avec un reporting 2025 sur l'année 2024 et puis la seconde vague avec un reporting 2026 sur l'année 2025. Et je finis en précisant que la CSRD embarque 6 000 entreprises françaises en tout et que il n'y a pas que 6 000 entreprises françaises. Derrière les 6 000 entreprises françaises, il y a tous leurs fournisseurs. Il y a toutes celles qui, par effet d'entraînement, vont devoir aussi embarquer sur ce paquebot CSRD. Voilà pour l'introduction. Désolée d'avoir été un petit peu longue, mais ça reste nécessaire de remettre un tout petit peu de pédagogie sur de quoi on se parle. Sébastien Mandron, on va commencer avec toi. Tu es directeur durabilité de Worldline. Je le disais, tu es administrateur du C3D. Tu as piloté le groupe de travail CSRD auprès des grandes entreprises, notamment. Est-ce que tu en tires des enseignements? La question, c'est tout bêtement, où en sont les grandes entreprises aujourd'hui? Alors, donc, faut avoir à l'esprit un petit peu quelques dates. Les grandes entreprises se sont saisies du sujet en fait en avril-mai 2023. Avant la signature, enfin la validation fin juillet, la ratification, enfin les décrets d'application en France au mois de décembre. Et donc là, on est en septembre, donc on est en train de se dire que c'est un projet qui a commencé il y a bien plus d'1 an. D'accord, pour les grandes entreprises. C'est donc un projet de 18 mois. Alors, c'est une information qui est importante, parce que ça, c'est les gens qui sont dans la vague 1. Mais ceux qui sont dans la vague 2, on voit bien qu'il y a des gens qui n'ont pas commencé. D'accord, donc aujourd'hui, les grands groupes, ils en sont à déjà une quinzaine de mois en fait, d'avancement. Et ce qu'on voit, c'est par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière, il y a un certain nombre de grandes entreprises qui sont en train de le refaire. D'accord, parce que initialement, la manière dont le sujet avait été pris, les sujets ont avancé, les auditeurs sont rentrés dans la barque. Donc en fait, il y a aujourd'hui des sujets qui sont repris et on est encore 15 mois après sur de l'interprétation, sur qu'est-ce qui est réellement attendu, pourquoi, comment. Donc ça vous donne en fait la richesse du sujet. La DPEF, quand c'est sorti, vous aviez 2 ans pour le mettre en place. Vous le faisiez la première année, bon, vous aviez compris ce qu'il fallait faire. La deuxième année, vous ajustiez un peu, mais le job était fait. Ce n'est pas du tout le même sujet. Là, il y a une vraie profondeur, il y a beaucoup de questionnements à adresser, il y a des interprétations à faire, même pour les grands groupes. Ça mobilise du coup des ressources en interne. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est le projet du directeur RSE. Alors, il en a déjà fait, hein, la DPEF, il a déjà fait. Sauf que là, c'est le projet que lui, il fait, mais sauf que là, maintenant, il y a la finance, la RH, les risques et tout ça. Et donc, il emmène tout le monde. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il met tout le monde autour de la table, qu'il aligne tout le monde et qu'il explique aux gens, en fait, quel est le sujet, qu'est-ce qu'il faut faire. Et il a aussi du support. Donc, c'est ça, je dirais, la grande nouveauté. C'est un projet qui va être de 18 mois. C'est un projet où le directeur RSE le mène. C'est un projet où il fait du reporting au conseil d'administration. C'est un vrai sujet. Dans beaucoup d'entreprises, ça n'avait pas vraiment eu lieu. Donc voilà. Donc les administrateurs aujourd'hui sont dans la phase où ils écoutent, ils disent bon, le truc est compliqué, on va le laisser avancer, puis on va voir comment ça atterrit. Mais on est dans cette dynamique-là. On est encore dans cette dynamique de découverte. Il y a une charge de travail qui est très importante d'ici la fin de l'année. Et voilà. Et le premier milestone sera la première publication. Donc ça bouge quand même pas mal la gouvernance. Clairement. Ben ouais, parce qu'aujourd'hui, le directeur RSE, moi j'ai des administrateurs qui sont venus me poser la question en disant mais Sébastien, moi dans mon conseil, comment je fais? Tu as un directeur RSE? C'est lui. Voilà. Non, j'ai pas de directeur RSE, comment je fais? Ou alors il est N-4 dans l'entreprise, bah ouais, mais non, c'est lui qui connaît le sujet. En tout cas, c'est lui qui doit le gérer. Donc toutes les entreprises qui n'ont pas de directeur RSE, ils ont une difficulté. Les entreprises qui ont un directeur RSE, mais fondamentalement qu'ils n'ont jamais vraiment bien positionné l'entreprise, c'est aussi une autre difficulté. Voilà. Mais la vérité, c'est que tous ceux qui sont dans la vague 1, c'est des groupes dans lesquels vous avez à minima la capacité intellectuelle, et du temps à passer, et puis c'est pas nos limites, mais franchement, vous n'avez pas de problème à prendre un prestataire à 10, 20, 30 K pour vous aider sur les sujets. Donc aujourd'hui, tous les gens qui sont dans la vague 1, ouais, intellectuellement, il faut suivre, ouais, il y a de la charge de travail, mais franchement, c'est les mieux armés. Oui, alors sur la question du budget, j'entends murmurer, c'est peut-être
c'est peut-être pas aussi simple à prendre comme décision, en tout cas bon, pour les PME et ETI. Hein. Là, on reste sur les grandes entreprises. Toi, avec ta casquette Worldline, comment tu peux nous expliquer pourquoi on aborde la CSRD dans sa vocation transformative? Ça veut dire quoi réellement, de ta propre expérience? Alors aujourd'hui, le sujet a été présenté comme un sujet de transparence. Voilà, depuis le début, on dit c'est pour être transparent, c'est pour être comparable, c'est du reporting. Voilà, donc ça c'est le format standard de la communication qui a été faite, et c'est vrai, et c'est le cas dans la DPEF. Là où la transformation arrive, elle arrive en fait à deux niveaux. C'est-à-dire que quand vous avez fait la CSRD, quand vous avez fait votre publication, vous n'êtes pas arrivé sur la ligne d'arrivée, vous êtes sur la ligne de départ. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous dit pas tout ce que vous avez fait, ça vous dit tout ce que vous n'avez pas. Donc en fait, quand vous allez avoir les publications en fait, entre janvier et juin des grandes entreprises, des gens qui sont à la vague 1, vous allez pouvoir, dans tel paragraphe, c'est écrit bah, ça, je vais le traiter. Bah, ça, je ne l'ai pas. Ça, je vais le traiter. Donc, en fait, vous allez avoir dans ce document la feuille de route de tous les sujets qu'il va falloir traiter. Alors, il y en a, ça va être l'eau, il y en a, ça va être de la biodiversité, il y en a, ça va être l'économie circulaire. Mais la CSRD, elle met un certain nombre de nouveaux sujets sur la table qui sont aujourd'hui pas traités dans la profondeur, voire pas traités du tout. Et donc, la feuille de route, elle arrive là. Donc, ça veut dire que ce qu'on est en train de dire, c'est que ça va faire 18 mois qu'on fait du reporting et que les vrais projets de transformation, bah, ils vont arriver là, quand on va publier, bah là, voilà, là il y a un trou, là il y a un trou, là il y a un trou, et là il va falloir lancer des projets. Et puis ce que tu dis, tu as même utilisé, tu dis ça swing un peu quand même chez nous, parce que là ce qu'on est en train de dire, c'est quoi nos plans de transition, c'est quel financement et que vont faire nos concurrents, parce que si on est dans l'objectif de comparaison de la CSRD, plus on va publier, plus il va y avoir du benchmark, plus aussi l'entreprise va se retrouver challengée par ses concurrents, par son propre secteur. Alors en effet, ce qui va se passer, c'est que sur le climat, il y a un plan de transition à publier qui vise à dire comment vous réduisez vos émissions de CO2 à 5 ans. Donc vous avez plusieurs options, hein. Dire moi c'est pas obligatoire, je le publie pas. Moi j'en fais un, mais je fais ce que je veux. Voilà. Vous pouvez essayer, hein, ça reste à se voir quand même. Mais à un moment il va falloir vous dire bon, plan de transition il est aligné avec les accords de Paris. Là c'est un peu là-dessus que vous êtes attendu quand même, parce que si vous le faites pas, on va vous dire mais pourquoi vous le réchauffement climatique ça vous concerne pas, vous gérez pas la planète. Donc à un moment là vous avez un niveau de contrainte. Si on dit un, il faut un plan de transition. 2, il faut qu'il soit aligné les accords de Paris. Donc les accords de Paris, si vous voulez juste mémoriser un chiffre, c'est moins 90% d'émissions de CO2. Moins 90. Vous voyez, donc c'est juste colossal. Voilà, le steak, l'avion et tout ça, c'est bien, mais ça ne suffira même pas. Donc le chiffre est colossal. Donc l'exercice qu'on est en train de demander aux entreprises, c'est dites-nous à 50 combien vous allez réduire. 25-30%. Vous voyez, c'est des gros chiffres, hein. On n'est pas 1,2, 1,3, non, moins 25%. Donc ça, il faut que vous publiez comme vous allez le faire avec vos actions. Et puis, en effet, on vous demande de dire, mais combien ça vous coûte? Vous mettez combien sur la table? 1 million, 5, 10, 20 millions? Et vous voyez qu'en fait, quand vous mettez ce chiffre-là, parce que les tonnes de CO2, moi je peux vous dire, voilà, mon bon bilan, c'est 325 000 tonnes de CO2. Alors là, il n'y a personne dans la salle qui a un avis sur qu'est-ce que c'est. Hein. On n'a jamais vu du CO2, on n'en verra jamais. Donc c'est compliqué. Par contre, si je vous dis, moi, mon plan de transition, il fait 20 millions d'euros, bah, vous dites, ouais, mais le concurrent, il fait 40 millions d'euros. Donc comment ça se fait que toi, tu dépenses 2 fois moins? Tu as moins de problèmes ou c'est juste que tu n'as pas bien pris le sujet? Et c'est là, en fait, qu'on va créer un niveau d'attraction très important avec les investisseurs, avec les banquiers, avec les assureurs qui vont dire, mais donc, en fait, vous avez un niveau de risque à 20 millions d'euros, mais on ne l'a jamais dit, voyez. Mais c'est des choses qui deviennent concrètes. C'est-à-dire que ce que vous voyez à la télé, en fait, depuis 6 mois, c'est qu'il y a des inondations partout, en fait. Et il est bien là, le réchauffement climatique. On en reparlera tout à l'heure, Sébastien. Excuse-moi. Non, mais c'est ma faute, je t'ai relancé. Oui, moi, je n'avais pas envie d'en parler tout de suite. C'était essentiel parce que pour vite connecter à des réalités, hein, là, ce dont on est en train de se parler, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait pour transformer et quels moyens on se donne pour transformer. Marianne Gobert, donc, je le disais, tu es directrice RSE, Relations publiques, communication et synergie, Serfim. Serfim, c'est une entreprise familiale, donc historique, hein, vous fêtez vos 150 ans, je crois, au service des transitions, j'allais dire, mais oui, des transitions des territoires, avec des métiers qui sont par nature transformatifs, hein, du recyclage, enfin tu en parleras là aussi mieux que moi. Et vous êtes concerné par l'obligation de reporting
dès 2026, enfin en 2026, et vous étiez déjà assujetti à la fameuse DPEF, donc autrement dit, dans le cadre de l'ancêtre de la CSRD, qui est la NFRD. Voilà, on va à peu près arrêter là avec les acronymes, après on parle de la vraie vie. Et on commence avec toi, Myrienne Gobert, pour parler de la vraie vie, c'est comment vous avez abordé ce gros chantier. Alors peut-être ce qui est important de préciser, on l'a déjà dit, mais c'est que nous, on a vraiment voulu l'aborder comme un levier stratégique de transformation. C'est-à-dire qu'on a bien compris, bien sûr, que c'était du reporting, ça ne nous a pas échappé, et on ne va pas échapper non plus, nous, à cette vague de reporting, mais on s'en sert avant tout comme un levier complémentaire pour transformer la stratégie de l'entreprise au service des transitions, ce qui était ce que tu disais. Et la deuxième chose très importante, on l'a dit aussi ici, c'est que c'est vraiment le projet de toute une entreprise. Donc moi, je suis directrice RSE, mais il est évident que je ne vais pas travailler toute seule, c'est exactement ce que tu disais. Et l'idée, c'est vraiment d'embarquer tout le monde et d'embarquer au-delà de l'entreprise. Donc voilà comment on aborde ce projet. Et après, je pense que ce qui est très important de préciser sur la CSRD, c'est qu'avant tout, quelle que soit l'entreprise, il faut partir de l'existant. En fait, certaines entreprises font déjà beaucoup de choses en matière de RSE. Certaines en ont conscience, certaines en ont moins conscience. C'est comme la prose, des fois on en fait sans se rendre compte. Et vraiment, il ne faut pas avoir l'idée de se dire je vais devoir tout recommencer, ça va être vraiment très très compliqué. Oui, ça va être compliqué, mais on peut partir de l'existant. Donc nous, concrètement, chez Serfim, effectivement, on était soumis à la DPEF, donc on avait déjà cette connaissance, cette notion de reporting, même si ce n'est pas la même catégorie. On avait aussi déjà une stratégie RSE, on avait une gouvernance RSE, donc une directrice RSE en l'occurrence, mais aussi une commission RSE transversale. Donc on s'est appuyé là-dessus. Et puis, il se trouve qu'en 2020, on a eu une nouvelle directrice générale, Alexandra Mathiolon, qui est aujourd'hui présidente directrice générale, qui, elle, à son arrivée, a voulu donner une impulsion complémentaire en matière de transition, pousser un peu tous les curseurs plus loin. Donc c'est dans ce contexte qu'on a fait la première promotion de la CEC, qu'on a trouvé vraiment très, très inspirante. Donc l'objectif de la CEC, pour les entreprises qui font ce parcours, c'est de rédiger une feuille de route régénérative. Alors régénérative, c'est très ambitieux. Ça veut dire qu'au-delà de réduire ces externalités négatives, on se pose la question de savoir comment on va contribuer à la régénération du vivant, à la régénération de tous les vivants, donc les femmes et les hommes, mais tout le reste. Donc c'est très ambitieux. Donc nous, sur cette base-là, on a réécrit notre feuille de route, en toute humilité. Je ne peux pas vous dire que Serfim est une entreprise 100% régénérative. On s'est doté d'une raison d'être, directement inspirée de cette feuille de route régénérative, qui correspond à ce lien au territoire que tu décrivais. Donc nous, notre raison d'être, c'est contribuer à une meilleure qualité de vie en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Donc une raison d'être, une feuille de route autour de 5 axes stratégiques RSE, et puis un nouveau rapport RSE. Un rapport RSE qui fait office à la fois de DPEF et de rapport pour le pacte mondial de l'ONU, puisqu'on est aussi signataire du pacte mondial de l'ONU. Et donc on avait déjà ces initiatives mises en œuvre qui vont être le socle de nos travaux sur la CSRD. Et puis après, on s'est posé la question de quelles étapes on allait mettre en œuvre, comment on allait aller un cran plus loin et comment on allait aborder l'exercice par sa porte d'entrée qui est la matrice de double matérialité qui va nous permettre, et c'est en ça vraiment qu'on est sur un levier stratégique, de prendre le temps d'analyser plus profondément les risques, les opportunités, les impacts de l'entreprise, les fameux IRO. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse pour les petites entreprises, les PME, les ETI, au nombre desquels on est. C'est que parfois, on est sur des métiers très opérationnels. C'est notre cas. Et ces entreprises ne vont pas forcément prendre le temps de se poser des questions de ces risques-là. Parce qu'elles ont la tête dans le guidon, parce qu'elles sont sur le terrain, sur les chantiers. Et en fait, c'est une question de vie ou de mort, probablement, pour certaines entreprises. Celles qui ne prennent pas le temps de se poser cette question seront peut-être plus là dans 5 ans ou dans 10 ans pour en parler. Donc, dans ce domaine-là, voilà. Oui, et on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, effectivement, sur la question de la pérennité et puis la notion de risque aussi. C'est tout à fait inhérent à la CSRD, cette notion de risque. Donc, on va y consacrer un petit moment tout à l'heure. Marine Fouquet, vous avez créé WeCount en 2020. C'est quoi WeCount ? Alors, chez WeCount, on est spécialisé dans l'accompagnement collectif des entreprises autour du bilan carbone, de la stratégie climat et du reporting CSRD.
Donc on travaille avec des entreprises de différents secteurs d'activité, de la culture en passant par l'industrie textile, le BTP ou encore l'enseignement supérieur, et avec des structures d'une dizaine de personnes jusqu'à des milliers de personnes réparties sur plusieurs pays. Et nous, on a beaucoup de clients qui sont des ETI, des SAS qui n'étaient pas soumises à la DPEF et qui aujourd'hui viennent nous voir et, faut le dire, sont complètement perdus avec le sujet de la CSRD. Déjà, la plupart, ils sont soumis en 2026 et ils n'ont pas encore commencé les travaux, alors que tout à l'heure, on parlait de 18 mois pour préparer le reporting. Ils ne sont pas professionnalisés. Souvent, ils n'ont pas non plus, en effet, comme le disait Sébastien, de directeur RSE. On échange beaucoup, nous, avec des responsables QHSE. Donc, quand on est responsable QHSE, avoir le recul pour traiter le sujet de la CSRD, il y a un gros besoin de monter en compétences, de se professionnaliser sur le sujet. Et c'est là-dessus, nous, qu'on va beaucoup accompagner les entreprises. Et pour revenir aussi sur la dimension très transformative de la CSRD, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est de prendre un peu de recul par rapport à la partie réglementaire et se dire que c'est aussi une opportunité pour des entreprises comme Serfim, par exemple, qui avaient déjà des choses en place, de montrer, en fait, avec quelque chose qui est opposable, comparable, ce qui était déjà mis en place par ces entreprises, donc de valoriser leur travail, y compris en fait pour des plus petites entreprises qui font déjà des choses des fois très impressionnantes par rapport à leur taille et qui ne savaient pas comment forcément le mettre en avant et le valoriser. Et pour les autres, c'est vraiment un levier, en fait. Souvent, des fois, on a des gens qui sont un peu perdus en face de nous, qui viennent nous voir, des responsables RSE, et qui disent on sait qu'on doit agir, mais on ne sait pas comment convaincre en fait, notre comité de direction. Donc, comment on peut aller plus loin là-dessus ? Et là, on peut utiliser le levier CSRD réglementaire pour que ce soit un vrai levier de transformation de l'entreprise. Oui, tu parlais. J'ai opté pour le tutoiement. C'est toujours difficile parce qu'on se connaît, mais sans se connaître totalement, et on ne veut pas donner l'impression qu'on est entre nous, parce que on est tous ensemble là aujourd'hui pour affronter les mêmes difficultés, les mêmes obstacles. Tu parles d'un coup de massue pour les PME et les ETI. On y reviendra tout à l'heure. On va retrouver Hubert Tondeur. Je pense qu'on va vous voir. Voilà, Hubert. Je rappelle, vous êtes président du comité extra-financier de l'Ordre des experts comptables. Donc, vous êtes une partie prenante très stratégique du dispositif de la CSRD à double titre. D'abord parce que la profession expert comptable accompagne 4 millions d'entreprises en France, mais mon chiffre est bon, dont beaucoup découvrent la comptabilité extra-financière. Mais derrière, c'est aussi un défi d'acculturation pour votre propre profession, puisque certains experts comptables, je dis certains, vous expliquerez en quoi ça ne sera pas tous, seront aussi les OTI qui vont auditer les CSRD. Oui, merci beaucoup et encore une fois, désolé d'être en distanciel. Alors, effectivement, c'est un sujet majeur parce que c'est un sujet majeur pour nos clients, pour les entreprises, mais c'est un sujet majeur, comme ça a été évoqué, au fil des présentations pour la société tout entière. Donc, c'est une question de pérennité de nos entreprises. Donc, c'est aussi pour nous une question de pérennité de nos cabinets. Et on a, j'irais, vocation historiquement à accompagner, alors, j'irais plutôt sur le financier jusqu'à présent. Et aujourd'hui, les nouveaux modèles sont sur ces orientations en termes de durabilité. Donc, il est évidemment très important qu'on puisse accompagner nos clients sur ce sujet. Et donc, c'est une acculturation à la fois des experts comptables, mais aussi des clients, parce que beaucoup découvrent, au même titre que nous tous, même si les uns les autres, on était peut-être déjà impliqués sur ces sujets-là depuis quelques années, on découvre un nouveau dispositif, et un nouveau dispositif qui, comme ça a été dit, et je ne vais faire que le rappeler, concerne peut-être en façade, si on peut dire, 6 à 7 000 entreprises, mais qui derrière, avec notamment les problématiques de chaîne de valeur, va concerner beaucoup plus d'entreprises que ces 6 ou 7 000 concernées de façon réglementaire. Et d'autre part, ces sujets de durabilité, qu'ils soient environnementaux, sociaux et de gouvernance, concernent peu ou prou, à moyen, même court terme, beaucoup d'entreprises. Je vais vous citer juste un exemple, celui de mon cabinet, où on répond à un nombre d'appels d'offres relativement conséquent dans le domaine de l'audit légal. Aujourd'hui, on a des questionnaires dans le cadre de ces audits légaux, de ces appels d'offres qui concernent la dimension environnementale. On nous demande la trace carbone de notre équipe
lorsqu'elle va se déplacer pour réaliser les missions. Donc aujourd'hui, c'est effectivement une question aussi pour nous et pour les entrepreneurs, quelle que soit leur taille, de pérennité de leur business si on ne se transforme pas pour des questions de ressources, pour des questions de financement. On disparaîtra à 4, 5, 10 ans. Je ne connais pas malheureusement la date et j'espère qu'on ne disparaîtra pas. Le tableau qui est derrière vous, la police, rien à voir, hein, on est d'accord avec notre sujet. Non, c'est parce que j'ai dû quitter le congrès pour être à peu près au calme et je suis dans la chambre d'hôtel, donc je ne suis pas responsable de la décoration. Très bien. Il n'était peut-être pas tout à fait inutile qu'on se le précise. Merci beaucoup, Hubert Todor. On revient tout à l'heure. Alors, c'est une transition parfaite pour aborder le deuxième temps de notre échange, puisqu'il s'agit d'aborder la complexité, mais aussi de l'absorber. Hein. Je dirige une agence conseil dont le rôle est d'absorber cette complexité pour permettre d'y aller. Donc, si nous sommes dans cette complexité technique de la CSRD et qu'on considère qu'il y a aussi du retard pris par un certain nombre d'entreprises, Sébastien, qu'est-ce que tu as envie de dire pour être un petit peu rassurant quand même, malgré tout, parce que tu relativises, toi, la complexité de l'exercice, même si tu la renies pas totalement. Non, moi je dis qu'il y a plein de bonnes nouvelles. Non, je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, en particulier pour tous les gens qui ne font pas partie de cette matière, de ce domaine depuis 5 ou 10 ans, c'est que ce qui fait la singularité de la RSE, c'est que toutes les entreprises publient tout. D'accord ? C'est la seule matière pour laquelle vous pouvez dire, moi, j'y connais rien, je vais ouvrir le rapport de cette entreprise et je vais tout savoir. En fait, vous pouvez pas faire ça vous pouvez pas dire, bah tiens, mon concurrent, qu'est-ce qu'il vend aux clients. Vous savez pas comment il structure son offre, vous savez pas combien il le price, vous savez pas quelles sont les actions qu'ils font, vous savez pas non plus comment il fabrique son produit. Tout ça, il vous le dit pas. Par contre, tout ce qu'il fait sur la RSE, il le dit. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui sont en train de travailler aujourd'hui sur la vague 1, ils ont été parachutés au milieu de l'Amazonie, puis débroussaillent. Mais ceux qui arrivent derrière, ils vont prendre le même chemin. Donc tous ceux qui sont en vague 2, le premier exercice qu'ils peuvent faire, c'est ouvrir les rapports de tous ceux qui ont publié et puis se dire, bah, moi, je suis dans le secteur de l'automobile. Bon, bah, quand je regarde ce que publient Renault, BMW, puis PSA, bon, bah voilà, je sais ce qu'il faut faire, quoi. Je comprends pas forcément tout, mais facile pour ceux qui viennent voilà. après. Et puis c'est rassurant, ouais. Ah ben donc en fait, bon bah, il parle pas du bien-être animal. Bon bah voilà, ça celui-là au moins je l'ai pas. Donc ça va rassurer beaucoup en fait. Ils vont se dire bah non mais ça, ça je savais pas que c'était ça, mais ça je le fais déjà, donc ça va me rassurer. Donc c'est ça les bonnes nouvelles, c'est que tous ceux qui sont dans la vague 1, ils sont dans la vague 1. Bon, mais ça fait 5 ou 10 ans qu'ils sont dans le domaine de la RSE. Ils vont s'en sortir. Ils vont sortir une version. Voilà. Ils vont y passer le temps qu'il faut, mais ça va sortir. Ceux qui sont dans la vague 2, première étape, ils vont pouvoir regarder tous les rapports. Oui. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que tout ça, on le fait en France depuis 5 ou 10 ans, mais on le fait à CAC 40 ou à SBF 120. Sauf que là, maintenant, non, c'est l'Europe. Donc vous pourrez même dire, attends, mais moi j'ai un concurrent d'Espagne, il a publié, qu'est-ce qu'il a mis ? Et là, c'est vachement rassurant parce que vous dites, bon, bah, quand vous êtes tout seul, vous dites, mais ça, je le prends pas, c'est matériel, c'est pas matériel. Puis les KPI, j'en prends quoi ? J'en prends 10, 100, 200, 600, 700. C'est des vrais chiffres que je vous donne. Là, vous dites, bah voilà, ceux-là, il a pris les mêmes. Je prends les mêmes en année 1. Puis après, j'avance. Donc voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que comme tout va être en fait disponible, les gens vont pouvoir énormément s'inspirer, énormément en fait se comparer et dupliquer, même s'ils ne comprennent pas forcément tout, ça va leur faire en fait un vrai step immédiat. Marine, tu partages ça? Est-ce que tu relativises aussi la complexité en te disant on va avoir tellement de matières? On est déjà en train de définir des normes sectorielles d'une certaine façon, même si l'EFRAG ne les a pas encore sorties, ces normes sectorielles, mais finalement les premières entreprises sont déjà en train de les établir. Et toi, tu dis non, paniquez pas, de toute façon, on ne part pas de zéro. Oui, déjà, je pense qu'il faut nuancer la difficulté parce qu'il y a eu beaucoup en fait, de discussions sur le nombre de données à publier, etc. Mais le premier exercice, c'est déjà la double matérialité et ça permet
en fait, de se ramener à un nombre d'indicateurs qui reste cohérent par rapport à l'entreprise. Et en effet, il y a déjà des choses qui existent. Si on prend par exemple le SRS E1 sur le changement climatique, là on voit bien qu'on ne part pas de zéro. On parle de bilan carbone, scope 1, 2, 3. C'était déjà des choses qui étaient connues par les entreprises. Quand on parle du plan d'action et du plan de décarbonation, il y avait des méthodologies qui existaient comme Acte pas à pas qui permet de faire détailler son plan d'action et de le chiffrer aussi d'un point de vue financier. Donc, il y a des méthodologies qui existent déjà sur des éléments. Bien sûr, il y a des nouveautés. Si je regarde sur le même ESRS, il y a une dimension très calculatoire. Aujourd'hui, on demande aux entreprises de reporter sur les kilowattheures d'énergie nucléaire qu'elles consomment. Je suppose que dans la salle, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de répondre à cette question. Donc c'est là aussi où il y a besoin d'être outillé, d'être accompagné. Mais ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est la dimension, comme le disait tout à l'heure Sébastien, progressive de la CSRD. Il y a aussi tout un élément qui va être où on a le droit de répondre, ça, je le ferai plus tard. Donc en fait, ce qui est important là, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui est important pour moi en termes de double matérialité. Et ça, c'est vraiment la première étape. Oui, d'ailleurs, c'est comme ça aussi que vous menez votre accompagnement. Hein. C'est en scalant l'effort, en l'organisant dans le temps et en discernant. Alors, c'est vrai que ça peut être assez impressionnant sur le SRSE1 quand on fait notre analyse d'écart pour ceux qui ont déjà un peu démarré l'exercice. On fait une analyse d'écart et tout d'un coup, on nous sort 200 lignes de données à aller chercher. Mais finalement, sur ces 200 lignes, on se rend compte qu'il y en a 120 qui sont déjà extractable du bilan carbone. Et je pense que c'est ça aussi ce que vous aidez à relativiser. Oui, en termes d'accompagnement, nous, ce qu'on propose, c'est déjà d'utiliser beaucoup la partie collective. En effet, on peut s'inspirer de ce qui a déjà été fait par des plus grosses entreprises et c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages de gens qui sont un peu plus en avance que soi. Mais collectif aussi au sein d'entreprises de même secteur et de même taille, parce que ces entreprises, ces petites entreprises qui sont moins structurées, finalement, elles sont toutes en avance sur un petit bout, et en fait, elles ont intérêt à coopérer et à partager ces pratiques pour pouvoir scaler et monter en compétence sur le sujet. Et donc, nous, ce qu'on leur apporte, en fait, surtout en individuel, c'est une méthode, des process, parce que c'est là où elles ont besoin d'aide. En fait, donc, on leur fournit des outils pour la cotation, des outils, des méthodes de process pour pouvoir préparer l'audit. Mais souvent, elles ont déjà des choses qui sont déjà mises en place. Et puis, elles peuvent... Ce qui est intéressant, c'est plutôt de travailler sur la partie plan d'action. En fait, à quelles échéances elles vont mettre quoi en place, comment elles vont le faire. C'est vraiment là où il y a un intérêt à aller en fait au-delà de juste la partie reporting. En fait. Oui, et puis ce qu'on peut peut-être dire, c'est effectivement, la CSRD, c'est impressionnant parce que c'est une espèce de monstre qui arrive avec 1400 data points. Quand tu parlais de 600, 700, une entreprise comme la tienne, elle peut peut-être en retenir, Sébastien, 600 ou 700. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. 250 KPI. Bon, c'est pas tant que ça alors finalement. Ouais, et puis je te coupe juste. J'ai eu la question du conseil, ils m'ont dit il y en a beaucoup et tout. Je dis je sais pas s'il y en a beaucoup. Donc fais un benchmark, 250, les grands groupes ils en ont 700. Oui. Et dans les 250, ça fait peur. Mais je vous en donne un super simple, l'effectif. C'est un KPI. Ça doit aller, ouais. Ouais, ça fait des années qu'on le publie, c'est pas. Ouais. Donc quand on enlève le morceau, il reste pas tant que ça. Tu disais que c'était 40 ou 50 maximum en plus de ce que vous avez l'habitude de publier. Pour une société mature comme nous, oui, ouais. Et qui n'a pas d'impact environnemental, oui. Ok. Hubert, votre réaction sur la complexité de l'exercice, est-ce que vous êtes en mesure de rassurer, tout au moins sur le fait qu'il n'y aura pas un écart majeur entre ce que vont publier les premières entreprises concernées et ce que vous allez auditer, si on parle là de votre rôle en tant qu'auditeur? Alors oui, je voudrais juste revenir sur ce qui vient d'être dit parce que j'abonde complètement. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises disposent des KPI, des données, des informations, en tout cas pour celles qui sont extrêmement matures, qui vont être à diffuser parce que sur les 1300 indicateurs, on va dire, de la CSRD, déjà on en a un tiers qui sont des données chiffrées, 2 tiers qui sont des données littéraires. Il y a quand même un gros effort qui est fait sur les entreprises du CAC 40 ou du SBF 120 depuis
plusieurs années sur le rapport intégré. Donc, on a quand même déjà beaucoup d'informations et beaucoup de pratiques et de bonnes pratiques parce qu'on parlait de transformation. Et je pense qu'au-delà des indicateurs et quand on discute avec ceux qui sont les plus matures, effectivement, le gap analysis, il est assez faible. La vraie peut-être difficulté, c'est qu'on a beaucoup d'informations qui étaient utilisées et utiles en interne pour le pilotage des organisations, pour la conformité, pour des entreprises qui ont des problématiques environnementales très très fortes, mais qui n'étaient pas diffusées. Donc je pense qu'un des sujets, c'est aussi la diffusion d'une information qu'on n'avait pas l'habitude de diffuser aux parties prenantes. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué de savoir comment on va communiquer sur un sujet et comment son voisin, son concurrent va communiquer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde les rapports SBF 120, enfin les rapports intégrés du SBF 120, on a quand même déjà une profondeur d'analyse qui est quand même assez importante et une forme de compliance avec ce qui est demandé, parce que beaucoup ont déjà publié aussi des analyses de double matérialité. Donc, même si on parle tout de suite de la deuxième vague, pour les 18 mois ou 24 mois nécessaires pour mettre en place le process, on a quand même déjà un retour d'expérience peu ou prou proche, je dirais, et on va l'avoir très très vite parce que les entreprises du CAC vont publier très très vite leur rapport, puisque c'est publié dans le rapport de gestion, donc ça va être fait lors des assemblées, ça va être fait très très en amont en début 2025. Donc on dispose quand même, on va disposer, même si on n'a pas de normes sectorielles, comme vous l'évoquiez fort justement, immédiatement, on va disposer quand même de pas mal d'éléments qui vont permettre d'avancer peut-être un peu plus vite. Et encore une fois, Sébastien évoquait 250 indicateurs. Je ne citerai pas le nom de la grande entreprise française, leader mondial dans la collecte et le tri du déchet, qui publie 650 indicateurs. Elle n'en publie pas 1300, et pourtant c'est une entreprise totalement mondiale sur des secteurs extrêmement touchés par des problématiques environnementales, de sécurité et de gouvernance. Merci. Bon, ça peut rassurer un petit peu. Alors, Hubert, vous avez évoqué l'analyse de double matérialité, cette fameuse DM, qui est la pierre angulaire de la CSRD. Le principe est simple, on évalue, enfin simple a priori, et il est même de bon sens quand on est dans une culture RSE. Donc on évalue l'impact de l'activité de l'entreprise sur son environnement et dans le sens inverse, on évalue l'impact des variables de durabilité sur la vie de l'entreprise et notamment dans sa dimension financière et de réputation. C'est très exactement l'étape à laquelle vous arrivez, vous, au niveau de Serfim, Marianne. Donc, comment vous abordez ça? Comment vous avez envie de réagir à tout ce qui vient d'être dit sur ouais, c'était compliqué, c'était pas compliqué? Comment vous avez expliqué un peu que vous avez déjà une maturité de progression, mais est-ce que ça vous effraie d'arriver à ce stade de la fameuse analyse de double matérialité ou est-ce qu'on peut dédramatiser? On peut dédramatiser, c'est sûr. Juste pour revenir sur un point important, je pense qu'on en a beaucoup parlé. S'inspirer, c'est nécessaire, c'est indispensable, que ce soit effectivement des rapports déjà publiés, ceux qui vont l'être, ou dans des conférences, ou dans des réseaux. Il y a beaucoup de réseaux maintenant à l'échelle des territoires autour de la RSE, donc je pense que c'est important de s'inspirer. S'emparer du sujet, c'est important aussi. Parce que si on ne fait que s'inspirer, on passe à côté de l'exercice, et si on passe à côté de l'exercice, au final, on va déployer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et probablement beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Enfin, pour un reporting, mais je pense que c'est ce que tu disais, Marine, il faut dépasser l'idée du reporting, et donc c'est important de s'emparer du sujet. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que pour bien s'emparer du sujet, il faut bien le comprendre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut lire les 200, 300, 400, 500 pages qui d'abord n'existaient qu'en anglais, puis qui petit à petit ont été traduites, etc. Je pense qu'il faut comprendre l'esprit, c'est ce dont on parle ici. Nous, c'est ce qu'on a fait chez Serfim, les personnes qui étaient en charge du sujet. On a d'abord essayé de bien comprendre de quoi il s'agissait, de quoi on parlait, etc. D'essayer de comprendre les étapes sans forcément rentrer dans le détail. Donc ça, c'est vraiment la première phase. La deuxième phase nécessaire, je le disais, c'est vraiment l'exercice de toute une entreprise. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller partager avec les autres, faire preuve de pédagogie. Il faut commencer à leur dire, ben voilà, je vais vous parler d'un truc qui ne vous parle pas du tout, c'est la CSRD.
Et puis vous allez faire des premiers échanges, des groupes transversaux. J'en ai parlé pour la première fois en CODIR il y a presque 1 an et demi. J'en ai parlé en conseil de surveillance. Cette phase pédagogique, elle est extrêmement importante parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut du temps à absorber et on n'absorbe pas tout. Donc ça va nécessiter un peu de répétition. Donc ça, c'est important. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a un peu compris, et là on en revient à la matrice de double matérialité, je pense qu'il est important d'identifier pour chaque entreprise ce qui va être le point le plus complexe ou le point pivot, ou le point pivot qui va être le plus complexe. Et je pense qu'une fois que ce point est identifié, malgré le coût, ça vaut la peine de se faire accompagner sur ce point ou ces points. On est sur une première année. Je pense qu'il ne faut pas se fixer l'objectif d'une CSRD parfaite. Ça n'a pas de sens, sinon on va tous être très découragés. On est vraiment sur un exercice itératif. Mais parce que c'est la première année, ça vaut la peine que chacune dans votre entreprise, vous vous posiez la question de savoir à quel moment vous souhaitez vous faire accompagner. Donc nous, dans cette réflexion, on a identifié 2 points qui nous semblaient vraiment extrêmement importants. Le premier, c'est l'analyse de double matérialité, je vais en parler. Et le second, c'est la question de la structuration des données. Puisqu'en fait, on a parlé, donc là, on se dit 1200 indicateurs, non, on ne les a pas tous, les très gros, 650, les moins gros, 250, les moins gros, encore moins. D'accord, mais ça veut quand même dire qu'il faut être capable de sortir une donnée fiable, traçable, et qu'on peut vérifier, valider, auditer. Et en fait, ça, ce n'est pas forcément une partie simple non plus. Mais c'est vertueux. Se dire qu'on va être une entreprise qui va progresser sur la structuration de sa donnée et donc potentiellement aller dans des créneaux d'innovation comme l'intelligence artificielle, c'est positif. Donc pour revenir à la matrice de double matérialité, nous on a fait le choix de se faire accompagner par un cabinet et ça nous semble important parce qu'à un moment, il y a cette fameuse phase de cotation des enjeux, de cotation des IRO. Et là, en fait, la CSRD impose une méthodologie qui est opposable. Donc, ça veut dire que vous allez être audité sur cette méthodologie. Donc, moi, mon conseil, voilà, c'est de se faire accompagner. On a débuté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois la méthodologie et la structure qui va vous accompagner va vous prendre par la main, pas à pas, et va vous dire, allez, on va décomposer, on va rendre ça simple. Donc bien sûr, il faut choisir la bonne structure pour vous accompagner, parce que c'est vrai que nous, on a quand même rencontré des cabinets qui ont rendu le truc plus compliqué qu'il l'était déjà. Donc ceux-là, je ne vous les conseille pas, parce que sinon, vous n'êtes pas rendus. Mais en tout cas, voilà, ça aide. Et il ne faut pas oublier que ça va être la porte d'entrée de tout ce que vous allez faire après dans la CSRD et dans la RSE. Vous allez identifier ce qui est le plus important pour vous, ce qui est stratégique. Vous allez identifier des risques, mais vous allez aussi identifier des opportunités. On parlait de dérèglement climatique, nous on en parlera plus tard, mais on a des métiers qui travaillent à l'aménagement des territoires. Bah oui, s'il y a de plus en plus de tempêtes, il va y avoir de plus en plus de réseaux électriques, d'énergie, d'eau qui vont avoir besoin de réparation. Bah oui, nous on va intervenir de plus en plus souvent et il va falloir qu'on apprenne à intervenir différemment. C'est exactement la question que j'allais te poser, c'est si on raccroche ça à tes métiers, enfin vos métiers, parce que je rappelle que vous avez 10 métiers différents. Hein. D'ailleurs, ça rajoute à la complexité, ça. Ça veut dire, est-ce qu'on fait une analyse de double matérialité ou plusieurs analyses de double matérialité? Et ma question, c'était effectivement, en approchant cet exercice, qu'est-ce que vous êtes déjà en train d'identifier comme révolution dans votre façon d'aborder les sujets? Et ça nous permettra d'embrayer sur la notion de risque juste après, parce que Sébastien, tu rebondiras sur cette notion de risque. Alors, il y avait 2 questions dans la question. Première question sur effectivement, donc nous on a une dizaine de métiers, donc des réseaux d'eau, des réseaux d'énergie, de la réparation des ponts, des tunnels, des ouvrages d'art, de l'économie circulaire, de la dépollution, des énergies renouvelables. Je vous les cite pas tous, mais effectivement, la question s'est posée de savoir si on allait faire 10 matrices de double matérialité ou une seule. En fait, la CSRD, c'est vraiment un exercice de groupe. Donc, on le fait à l'échelle de tous les métiers. Donc, nous, on voulait vraiment une matrice de double matérialité qui serait à l'échelle de tout le groupe, quitte, bien sûr, à ce qu'il y ait des impacts, des risques, des opportunités qui soient plus pertinents pour certains métiers, moins pertinents pour d'autres. Ça va être tout le rôle de la cotation. À un moment, on va devoir les mesurer les uns par rapport aux autres. Donc ça, forcément, ça va rajouter de la complexité, ça va rajouter de la complexité dans les données aussi. Et après, concrètement, sur les métiers, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est exactement ce que je vous expliquais. Nous, si on prend par exemple le dérèglement climatique, évidemment, nos activités ont une empreinte carbone.
Il y en a même certaines qui ont une forte empreinte carbone. Par exemple, quand on fait de la rénovation de tunnels ou d'ouvrages d'art, on permet à des trains de circuler davantage. Donc c'est vertueux parce qu'on promeut la mobilité décarbonée. Mais pour réparer un tunnel, on projette du béton. Et le béton, ça a une forte empreinte carbone. Et en plus, il se trouve que le béton qu'on projette dans les tunnels n'existe pas encore en format béton bas carbone. Bon, ben, voilà, ça, c'est un impact. C'est un risque. Si un jour on nous dit « mais attendez, vous utilisez du béton, il est hors de question désormais qu'on utilise du béton, on ne sait plus faire notre métier ». Et le dérèglement climatique, je vous en parlais tout à l'heure, ça peut être aussi une opportunité pour nous. On parle beaucoup du cycle de l'eau, que ce soit des sécheresses, des inondations. On voit bien que d'une manière générale, l'eau, on va regarder globalement la même quantité sur la planète, mais pas forcément exactement en quantité voulue ni à l'endroit voulu. Et donc concrètement, ça veut dire que les entreprises et les territoires vont se poser la question de savoir comment mieux préserver la ressource en eau. Nous, il se trouve que c'est le cœur de plusieurs de nos métiers, sur les réseaux, sur la dépollution, sur le traitement des effluents. Et on a même effectivement des entreprises qui ne nous posent plus les mêmes questions. Sur la dépollution, par exemple, les entreprises souvent venaient nous voir et nous disaient ben voilà, je voudrais que vous traitiez mes eaux de sortie de process, que vous les dépolluiez, pour que je puisse être conforme aux normes de rejet et rejeter ces eaux en milieu naturel. Et bien maintenant, ces mêmes entreprises, elles viennent nous voir, elles nous disent « Bon, alors moi j'ai un risque fortement identifié », donc aussi ils ont fait leur exercice de double matérialité. Si un jour il y a un décret préfectoral qui sort et qui dit que je ne peux plus puiser d'eau pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, mon activité s'arrête. Et ça, c'est pas possible. On parlait de chiffrer les risques. Ça, c'est un risque qui est très facile à chiffrer pour une entreprise. Et donc maintenant, elles viennent nous voir et elles nous disent « Je veux que vous m'aidiez à traiter mes eaux de manière à ce que je puisse les réutiliser en circuit fermé. » Donc voilà un exemple très concret. Et nous, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Ça nous dit qu'on va probablement repositionner certains de nos métiers, les renforcer, et puis d'autres, on va peut-être les faire passer un peu en arrière-plan. Et en fait, il se trouve que c'est l'exercice qu'on avait fait dans le cadre de notre exercice stratégique à horizon 2030, qu'on a appelé de manière très originale CAP 2030. Et en fait, la question qu'on s'est posée, c'est comment, dans ces années à venir, à horizon 2030, on peut aligner 100% de nos métiers sur notre raison d'être, contribuer à une meilleure qualité de vie, etc. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que tous nos métiers devaient s'aligner autour de 6 missions, qui étaient des missions autour de la transition des territoires. Donc l'accélération de la transition énergétique, la préservation de la ressource en eau, la lutte contre l'épuisement des matières premières, l'accélération et le renforcement des infrastructures vitales, la dépollution et l'optimisation de la technologie au service de ces transitions. Et en fait, ce qu'on va faire dans la matrice de double matérialité va venir mettre des chiffres et des précisions complémentaires sur ces missions qu'on avait déjà préidentifiées. Juste avant de passer à la dernière section, justement sur, finalement, on a expliqué pour le comment la CSRD, mais finalement, c'est pourquoi faire finalement. La transformation, oui, mais la transformation, pourquoi ? Et c'est sous-tendu tout ça par la notion de risque. On va l'aborder avec toi, Sébastien. Juste, Marine, est-ce que tu voulais rebondir ? Parce que vous travaillez ensemble. Est-ce que tu voulais rebondir sur cette préparation à l'analyse de double matérialité Après, je pense que Marianne l'a très bien dit. En fait, chez Serfim, il y a différents métiers. Par contre, il y avait déjà plein de choses qui étaient mises en œuvre, en fait. Notamment, par exemple, nous, on a accompagné toutes les filiales du groupe sur leur bilan carbone et sur leur stratégie de décarbonation. Donc, clairement, c'est un très bon exemple pour dire que c'était une entreprise qui ne partait pas de rien sur le sujet et qui avait déjà identifié, en tout cas à minima sur ce sujet-là, ses risques et ses opportunités. Donc là, l'analyse de double matérialité vient compléter ce qui avait déjà été identifié dans d'autres éléments de l'entreprise. Donc c'est là encore pour rassurer sur la complexité de l'exercice. La notion de risque, elle est héritée plutôt du monde de la finance. On évaluait plutôt effectivement les risques financiers liés à la production, etc. Et là, la CSRD l'importe complètement dans cette nouvelle réglementation. Comment ça se traduit, Sébastien ? En quoi CSRD et risques sont finalement indissociables aujourd'hui ?
Alors, je pense que dans les évolutions qu'on a, si vous vous rappelez, en 2015, quand il y a eu les accords de Paris, on vous a tous expliqué que on allait tous mourir à cause du réchauffement climatique. Et puis tout le monde avait bien compris que c'était dans longtemps. Dans longtemps. Donc on verrait quand... on verrait. Bon, on a bien compris, mais pas tout de suite, l'année prochaine, etc. Là, ce qui a changé, en effet, ce que j'entamais tout à l'heure, c'est de dire que vous voyez que c'est plus un risque, en fait, le réchauffement climatique. Tout le monde a bien compris qu'il était là. Je veux dire, vous avez bien vu à la télé que les gens étaient inondés, ça brûle, etc. Donc en fait, le risque se matérialise. D'accord ? C'est ça le changement, et j'ai envie de dire, c'est ça l'autre bonne nouvelle. C'est-à-dire que ceux qui faisaient de la RSE il y a 10 ans, bon, ils étaient visionnaires, hein. Ils voulaient sauver la planète. Franchement, c'était bien. C'était une bonne idée et tout. Non, franchement, c'était bien. Mais là, vous voyez que les directeurs RSE, ils deviennent des directeurs de durabilité. Ils sont là pour s'assurer que l'entreprise elle va survivre en fait à cet exercice. Donc la notion de risque, en fait, il est avéré, quoi. La question, c'est est-ce que vous prenez une assurance ou pas. Voilà, est-ce que vous prenez une assurance inondation? Est-ce que vous prenez une assurance contre l'incendie ou pas? Et puis, votre banquier, il va vous poser la question, en fait. Il va vous dire, mais sinon, vous, comment ça se passe? Votre usine, elle peut être impactée. Vous pouvez pomper de l'eau, là, où le village, il aura plus rien à boire. Donc, le banquier va vous poser la question. L'investisseur, il va vous poser la question. Donc, vous voyez que ces parties prenantes, en fait, ils vont venir vous poser des questions sur ce qu'on appelle ces risques. Alors, je dirais que c'est les risques extra-financiers, parce que les entreprises elles publient depuis des années des risques. Enfin, les risques de cybersécurité, data protection, le vol de données, enfin, tout y passe. Donc là, en fait, la CSRD, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a été présenté comme un sujet de reporting. Mais en fait, tout le monde commence à comprendre qu'en fait, c'est un nouvel outil qui vise à protéger votre entreprise contre ces nouveaux risques. Donc c'est pour ça qu'il faut les évaluer dans une matrice de matérialité. Il faut faire un plan de transition pour expliquer comment vous protégez. Et puis, pour être crédible, on vous demande fondamentalement combien vous dépensez pour s'assurer que c'est pas théorique, quoi. Et puis, il y a des dates, et puis il y a des targets, puis il y a des policies. Donc, vous voyez que c'est ça la mécanique complète de l'exercice. C'est bien de vous dire, le monde a changé, on parle beaucoup du climat, mais il y a les limites planétaires. On a compris, en fait, avec la crise en Ukraine, qu'il y a quelqu'un qui pouvait fermer le robinet de gaz. Voilà. Alors, et ça se matérialise. Demain, il y aura peut-être plus de gaz. Pas parce qu'il y a quelqu'un qui a fermé le robinet, mais parce qu'il n'y en aura juste plus. Ok, Sébastien, mais il y en a qui n'en sont pas du tout là. La CSRD amène ça. Donc en France, oui. En Europe, oui, bien que tout le monde commence à dire quand même, mais attendez, si on continue à augmenter les normes comme ça, environnementales, en face, on ne sera plus compétitif parce qu'en face, il y en a qui continuent d'inonder le marché avec des produits moins disants. Est-ce que les Américains ont intégré cette notion de risque? Est-ce qu'en Asie, on a intégré cette notion de risque? Est-ce qu'on l'a répercuté dans le prix du produit, etc. Non. Alors, on ne parle pas d'argent, là, pour l'instant, c'était un truc soft. Hein. Moi, je veux bien parler d'argent, mais c'est soft. Non, mais j'ai pas de problème. Aujourd'hui, ça ne va pas forcément coûter plus cher. On va traiter le West et le pas West. Sur la première réponse, notre sentiment, c'est que les Américains, ils étaient déjà sur la balle. Et hier, j'ai déjeuné avec un associé d'un grand cabinet français, et il m'a dit, Sébastien, tu sais quoi ? Le chiffre d'affaires du bureau de Paris sur la CSRD, il est inférieur au chiffre d'affaires du bureau américain. Le chiffre d'affaires, vous voyez, alors que la France, c'est quand même le plus grand écosystème qui existe sur la RSE. Les Américains, ils sont en train de dépenser plus d'argent. Alors c'est vrai qu'une mission en France, c'est 200, 300, 400 000 euros. Aux US, c'est 2, 3, 4 millions d'euros. Ouais. Mais il n'y a pas l'océan qui nous sépare. Non, pas du tout. Pas du tout. Les Américains, ils veulent signer le bon de commande en Europe, à Paris. Hein. Donc, ils vont faire la CSRD parce qu'ils veulent signer le bon de commande. Donc, les Américains, ils sont sur ça. Et quand vous discutez avec les gens qui sont sur la relation avec la Chine, ils disent, mais les Chinois, eux, ce qu'ils veulent pas, c'est que leur système, pas vraiment très démocratique, il soit déstabilisé par des problèmes environnementaux. Donc la rivière qui est polluée ou les villages ils peuvent plus s'alimenter ou il n'y a plus d'eau, ça c'est un facteur déstabilisant pour leur système. Donc eux, ils ont aussi intégré cette problématique. Et puis ils veulent être plutôt amis avec les amis européens plutôt qu'avec les amis américains. Donc s'ils peuvent se différencier, ils le font aussi. Donc en fait, on est dans un mode où la DPEF, c'était un truc assez français avec les Italiens, les Espagnols qui étaient bien aussi positionnés. Mais voilà, 200, 300 entreprises. L'Europe, là, c'est 50 000. On n'échappera pas au truc, quoi. Vous voyez, vous avez 50 000 sociétés.
Vous n'allez pas dire non, mais moi, vous savez, je suis différent. Ouais, la marge de manœuvre, moi, j'arrive pas à trouver où est-ce qu'il y a un biais dans le truc, quoi. Et puis à un moment, l'investisseur il dit attendez, moi, je veux pas perdre mon argent dans votre entreprise, donc me dites pas que vous le faites pas. Donc voilà, les briques sont en place. Et aujourd'hui, vous voyez, la dynamique qui est lancée. Moi, je ne vois pas comment vous passez à travers. Alors bon, si vous êtes au fin fond du Texas, votre client, il est au fin fond de l'Arizona, ouais, d'accord. Mais bon, c'est pas ça le monde mondialisé dans lequel on vit. Hubert Tondor, peut-être une réaction sur cette notion de risque et ensuite je vous donnerai la parole à toutes les deux pour réagir sur ce qui vient d'être dit et conclure parce qu'on aborde déjà les 10 dernières minutes à peine, les 6 dernières minutes. Hubert. Oui, juste sur le risque, évidemment, dès lors que vous mesurez et vous avez conscience que vous avez un impact et que vous devez le traiter, si vous ne le traitez pas, vous avez naturellement un risque. Il n'y a pas d'impact potentiel sans risque, notamment lorsque l'impact est négatif. Lorsque l'impact est positif, c'est peut-être une autre appréciation, bien que le risque puisse être aussi vu d'un aspect positif. Donc, je n'ai rien à ajouter sur le sujet, mais il faut effectivement, dans l'analyse de double matérialité, bien identifier sur les 3 dimensions l'ensemble des impacts que l'on peut avoir sur son écosystème et les risques que le non-traitement de cet élément qui pourrait être négatif ou qui est négatif peut avoir à court terme, à moyen et long terme sur votre organisation et sur sa pérennité. Alors, je voudrais juste revenir sur la notion d'international où là aussi je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit et je pense quand même que le fait qu'on ait mis un vecteur d'extraterritorialité dans la CSRD fait beaucoup à ce que l'environnement international hors Europe s'intéresse beaucoup au sujet et beaucoup à ce qui a été construit en Europe parce que ça va être un vrai facteur d'inclusion dans le dispositif. Après, il y a des postures aujourd'hui d'IFRS, notamment sur le fait de dire on ne prend pas la double matérialité, mais ça n'est finalement qu'une posture parce que si on y réfléchit, comment peut-on avoir un modèle de transition sans avoir vraiment de double matérialité? Alors, l'avantage du texte européen, c'est qu'on l'a mis clairement sur la table. On ne le met pas encore sur la table, en tout cas aujourd'hui, sur les IFRS, mais l'extraterritorialité, alors même si on ne connaît pas encore le modèle de reporting exact, fait que toutes ces entreprises qui vont avoir des business supérieurs à 150 millions d'euros en Europe, il y en a quand même quelques-unes, évidemment, vont devoir communiquer aussi et vont devoir faire évoluer leur modèle. Et il ne faut pas se leurrer, je pense que tout le monde aujourd'hui est quand même bien conscient de ce qui a été évoqué dans cette présentation, des problématiques de ressources naturelles limitées, et donc des problématiques d'impact sur nos environnements, d'impact sur les sociétés, et que si on n'évolue pas, eh bien on disparaîtra. Et je pense que l'on soit en Chine ou aux États-Unis, tout entrepreneur l'a bien compris. Merci Hubert. Alors Marianne et Marine, dans les 4 minutes qui nous restent, est-ce que vous avez envie de réagir? Et moi, en tout cas, j'aurais une question. On parle beaucoup de reporting, donc on parle beaucoup de cellules Excel. Quelle réalité on met derrière ces cellules? Quand on parle du régénératif, on parle aussi du vivant. Donc passer de la cellule Excel à la cellule du vivant pour que tout ça soit très concret, vos réactions à toutes les deux, peut-être Marine. Alors, du coup, pour passer, entre guillemets, de cette partie cellule Excel, reporting, en fait, à la vraie vie, je pense que ça passe déjà par le fait de prendre un petit pas de côté, un petit peu de recul sur ce qu'on est en train de faire. Donc, je pense qu'il y a 2 dimensions qui sont très importantes. La première, c'est le collectif. On l'a dit, collectif au sein de l'entreprise. En fait, c'est le responsable RSE qui va piloter en fait, un collectif avec le DAF, avec la direction, avec la gouvernance, mais du collectif également en fait. Au sein de groupes, on parlait d'international tout à l'heure. Nous, on a l'exemple d'une société qu'on accompagne qui avait racheté en fait une entité aux États-Unis et qui ne savait pas comment les embarquer sur le sujet de la RSE. Et en fait, la CSRD, ça a été clairement le levier pour faire ça. Donc, pour les faire monter en compétences et les faire cranter en fait au niveau de là où on était l'entité française. Collectif aussi en termes de chaîne de valeur. On a beaucoup d'entités qui ne savent pas comment aborder en fait, leur chaîne de valeur, qui ne savent pas comment les embarquer. Et du coup, la double matérialité, c'est déjà un premier exercice pour les engager, pour aller discuter avec sa chaîne de valeur
et pour pouvoir commencer à coopérer, en tout cas dans le plan de transition, voire même en fait avec, on peut même l'imaginer avec ses concurrents, aller vers de la coopétition. Coopétition qui consiste à partager avec ses compétiteurs plus qu'à se tirer dans les pattes pour pouvoir progresser ensemble à l'échelle d'un secteur. Tout à fait. Et puis, le deuxième point, c'est vraiment aussi la formation, l'autonomie. Marianne l'a dit tout à l'heure, en fait, le besoin d'expliquer, de donner du sens, vraiment à toutes les échelles de l'entreprise pour faire comprendre justement que les changements, le plan de transition, c'est important pour la pérennité de l'entreprise. Donc, du coup, ça passe par beaucoup d'accompagnement et beaucoup de formation. Marianne, le mot de la fin. Très vite, donc comment on passe de la case Excel au vivant. En fait, je pense qu'il faut se dire que la CSRD, c'est raconter qui est l'entreprise. Et donc pour ça, on va à la fois avoir des récits, ça va être toute la partie qualitative de la CSRD qu'on a citée, 60% des indicateurs qui vont vous être demandés sont en fait des questions qu'on vous pose sur et dans quel domaine, vous menez quelle politique, et pourquoi vous l'avez choisi, et comment ça s'est passé, et vers où vous voulez aller. Donc on raconte une histoire, et puis on donne des jalons chiffrés pour expliquer cette histoire. Nous, typiquement, pour terminer, quand on parle de régénération du vivant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On s'est posé la question de savoir comment on pouvait mesurer l'impact de nos métiers. Donc, je vais reprendre l'exemple des métiers de l'eau. Dans une première étape, je suis allée voir les référents et je leur ai dit, écoutez, moi c'est simple, directrice RSE, c'est super simple. Est-ce que vous pouvez me dire, grâce à vos travaux, combien de mètres cubes d'eau vous avez permis de sauver parce que vous avez évité des fuites, etc. Et bien là, ils ont fait comme pour la CSRD. Ils m'ont dit, on va procéder par étapes, Marianne. Et d'abord, ce qu'on va te donner, c'est le nombre de mètres linéaires de réseau qu'on a réparé, qu'on a remplacé, dans quel domaine. Et seulement après, on va, parce que tu nous as interpellés sur ce sujet, et tu as raison, il faut qu'on soit capable de mesurer l'impact positif de nos métiers, parce qu'on prend conscience de ça. Alors oui, on va réfléchir à un nouvel indicateur qu'on sera capable de donner, mais ultérieurement. Et pour moi, ça, c'est vraiment la démarche de la CSRD. On compte d'abord ce qu'on a, et puis après, on essaie de voir comment on peut compter ce qu'on va devoir mettre en place ultérieurement. Formidable, magnifique clôture. Il est 14h. Merci beaucoup, infiniment à vous pour votre expertise et vos témoignages, et à vous pour votre écoute active. On le sent toujours d'ici quand l'écoute est active ou quand vous êtes soit en digestion, soit que vous avez très faim. En tout cas, très bonne fin de journée à vous tous. Merci.